Alors, il faut gérer aussi l'inquiétude parce que certains peuvent dire ah bon bah donc on va avoir besoin de moins de personnes, etc. Non, c'est juste que le temps qu'on peut espérer gagner, on va le remettre, encore une fois, si on prend l'exemple de la rédaction, sur les mises à jour. Si on prend l'exemple des ressources humaines, bah, c'est plus de temps pour rencontrer des collaborateurs plutôt que de faire des tâches administratives. Enfin, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Après, il faut bien l'expliquer. Parce qu'il peut tout de suite y avoir une forme d'inquiétude. Bonjour, bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Katie Defalco. Bonjour Katie. Bonjour Sarah, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, je vais parler un petit peu de toi pour mettre un peu les auditeurs dans la confidence. Donc, tu as 48 ans. Tout à fait. Merci de nous partager cette coquetterie. Et tu es diplômée de la faculté de Lille, après une enfance et adolescence passée à l'étranger, notamment en Jordanie, pendant plusieurs années. Tu dis que cette expérience, finalement, t'a construite et t'a aidé à t'intégrer dans différents milieux. On le verra peut-être au cours de l'interview. Et depuis tes 23 ans, à la sortie de la fac, t'as toujours voulu diriger des entreprises pour faire tes propres choix, embarquer des équipes et obtenir des résultats. T'as finalement jamais voulu vraiment monter ta propre boîte. En tout cas, ça n'a jamais été une intention pour toi, mais plutôt reprendre des entreprises qui ont déjà une histoire, qui ont déjà un passé, et des dirigeants qui, avant toi, ont fait certains leurs propres choix. Et à l'époque, t'as choisi un domaine en tout cas très concurrentiel, les études marketing. Certainement, tu dis un des plus difficiles à rentabiliser en France. Et à 34 ans, t'as l'opportunité de le faire. Et cette entreprise, elle est rachetée par Ipsos 2 ans après. Et après avoir transformé Kantar, donc qui est l'ex-Sofres, et après 25 ans dans ce secteur, tu remets en question tes acquis de dirigeante dans un tout autre secteur, Lefebvre Dalloz, où tu es aujourd'hui. Donc une entreprise de 1200 salariés avec 3 pôles d'activité, l'édition, la formation et les logiciels et services pour notamment les métiers du droit, de la fiscalité et de la comptabilité. Et ton arrivée coïncide avec un moment déterminant, crucial, puisque l'entreprise lance son offre d'intelligence artificielle intégrative récemment, le 4 avril, donc assez récemment. Donc, bienvenue dans ce nouveau monde. C'est un peu ça. Alors, comment on se connaît ? On ne se connaissait pas. Non. Mais nos entreprises se connaissent, oui. Puisque en lien avec ta bio et donc cette offre d'intelligence artificielle intégrative, nos entreprises ont signé un partenariat fin juin pour intégrer justement cette offre Lefebvre Dalloz dans notre logiciel métier Diapaz dédié à la gestion du droit pour nos avocats. Donc c'est comme ça qu'on se connaît. Et Cyril Bouchet, notre président, a eu envie du coup d'entendre ta vision de l'expérience collaborateur et a lancé cette invitation. Et merci de l'avoir acceptée. Moi, je t'en prie. C'est vrai qu'on avait échangé avec Cyril sur ce sujet. Et voilà, l'invitation est partie de lui. Et on est très heureux d'avoir signé ce partenariat et de travailler ensemble, parce que nos équipes travaillent ensemble sur la commercialisation de Génial au sein de Diapaz. Donc ça, c'est super aussi de voir les équipes commerciales travailler ensemble. Top. On a un rituel dans Résonance, c'est écoute, si tu veux tirer une carte question mystère et me la tendre, et je vais te poser cette question qui ne va plus être un mystère du coup. De quelle habitude aimerais-tu te débarrasser ? Oula. De quelle habitude j'aimerais... c'est une question difficile, ça, parce que si c'est une habitude, c'est que Il y en a peut-être une qui me vient à l'idée, c'est parce que je pense un peu à ceux qui partagent ma vie, c'est que je me lève très très tôt, je dors très peu, et j'aimerais pouvoir les week-ends changer ce rythme et ces habitudes, pour le bien de certaines personnes à qui je pense très fort. Voilà. Nous aussi, on pense à eux. C'est quelle heure très tôt pour quand... Je me lève à 5h. Oui, c'est très tôt. Ouais, je me lève très tôt. Même le week-end, du coup. J'essaye d'aller... Tu fais la grasse mat jusqu'à 6h. Jusqu'à 6h15. Non, mais après, c'est extrêmement compliqué, parce que qui dit habitude dit que l'horloge biologique. L'horloge, voilà. Donc ça peut être compliqué si je pense au côté privé. Voilà, petite pensée. Merci. Donc, on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. J'aime toujours poser cette question parce que je crois qu'il y a autant de définitions que d'invités. Ta définition à toi de l'expérience collaborateur ? C'est une question extrêmement sérieuse pour démarrer, juste après une question
J'entends beaucoup de personnes qui parlent de la symétrie client-collaborateur, qui en plus, je trouve, a bien été transformée par le Covid, si on en tire quelque chose de positif. Je trouve qu'au contraire, on a vraiment mis l'accent sur les collaborateurs. Et il y a une chose à laquelle moi je fais très attention, au-delà de la définition, c'est qui a la responsabilité de cette expérience collaborateur réussie au sein d'une entreprise. Et c'est le vrai binôme entre la direction générale et la DRH qui doit vraiment s'opérer. L'expérience collaborateur, c'est de réussir à bien définir la place de chacun, à essayer d'avoir un temps d'avance et à faire en sorte que le collaborateur veuille rester avec nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment la responsabilité du manager, de la DRH et de la direction générale, de faire en sorte que l'expérience collaborateur, elle soit évolutive et qu'on donne les moyens aux collaborateurs d'évoluer. Et c'est vraiment une question que j'ai en tête assez souvent quand je croise et quand je discute avec des équipes, c'est de me dire qu'est-ce qu'il lui faudrait ou qu'elle aimerait faire ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble. Et c'est ce que j'ai beaucoup fait au travers les différentes entreprises que j'ai dirigées. Okay. Donc il y a vraiment un parcours, en fait, une recherche à la fois de faire correspondre, si je comprends bien ce que tu dis, à la fois les appétences, les envies des collaborateurs, puis les besoins de l'entreprise et de trouver un peu le chemin pour répondre aux besoins des deux parties. Et il y a souvent des possibilités et des passerelles, et c'est assez intéressant de parler de ces parcours. Souvent les parcours sont assez théoriques. Après, on est face à une personne qui a des envies, qui a des besoins, et je trouve que la beauté de l'entreprise, surtout quand on est sur des tailles d'entreprise assez grandes, c'est qu'il y a des possibilités qui sont multiples. Mais encore faut-il aller détecter parfois des choses que le collaborateur n'a peut-être même pas pensé ou n'a pas vu comme compétences. J'avais un exemple. Quand je dirigeais Kantar, une collaboratrice qui est devenue mon bras droit, gérant la moitié du chiffre d'affaires de la France, donc près de 200 millions d'euros quand même. Elle était au début juste, entre guillemets, en charge d'un client. Voilà. 6 ans après, mais parce que j'ai vu qu'elle était capable d'apprendre la gestion d'un PNL, le management, etc. Et ça, c'est vraiment extrêmement motivant. C'est de voir l'évolution de la personne au sein d'une entreprise et de se donner le temps et les moyens que ça se passe. Donc là, tu évoques vraiment la capacité aussi des managers à être à l'écoute et à détecter et un peu l'effet Pygmalion, c'est-à-dire de voir au-delà de ce qu'on voit, de voir ce qu'il y a derrière et du potentiel réel de la personne. Exactement. Et de l'accompagner dans ce... Et ça peut être un peu compliqué parce que quand une équipe, elle roule comme elle est et que chacun a sa place, on est tenté de rester comme on est. Puisque dès qu'on fait un mouvement, ça va perturber toute la chaîne. Et c'est là où il faut se forcer voilà. Et moi, quand j'entends, non, cette personne, faut qu'elle reste à cette place parce que elle est critical role, c'est-à-dire que si tu la bouges, t'as pas de plan de remplacement, à nous de faire en sorte d'avoir un plan de remplacement parce que la personne, elle est pas, parce que finalement, ça serait sa performance serait un frein à son évolution, donc ce qui peut pas fonctionner. Toi, du coup, c'est ce que je disais, tu as fait le grand saut vers un autre secteur en arrivant chez Lefebvre Dalloz, après une longue carrière dans les médias. Qu'est-ce qui t'a finalement motivé à faire ce changement? Alors que mes anciens collègues me pardonnent, non pas que je commençais à m'ennuyer auprès d'eux, mais dans le marketing / média data, enfin c'était surtout marketing data. Après j'ai travaillé aussi pour le groupe Havas, mais le profil des collaborateurs, après chez Lefebvre Dalloz il y a aussi un profil des collaborateurs et quand même souvent le même, formaté par les universités, les écoles de commerce, etc. Je pense que j'avais appréhendé et même si je découvrais à chaque fois des personnes différentes, c'était quand même derrière ces personnes des skills toujours un peu identiques, une aversion au risque toujours un peu la même. Il y avait il y a une forme de culture qui quand on y passe 23 ou 25 ans, on ronronne doucement, on n'est plus à se questionner autant. Donc j'avais vraiment envie de découvrir d'autres profils et un tout autre secteur.
Et c'est vrai que là, c'est le cas. Tu parles de grand saut, ouais, c'est un énorme saut. Ouais. Et dans ce saut, finalement, évidemment, tu as des expériences précédentes avec des compétences transverses de dirigeants, d'ailleurs qui sont peut-être même plus essentielles que les compétences d'un secteur. Enfin, c'est ce que peut-être tu vas t'en rendre compte, ou tu t'en rends déjà compte peut-être a posteriori. Et comment quand même tes expériences précédentes de dirigeante t'accompagnent aujourd'hui dans ton rôle, mais dans ce nouveau secteur. Mais c'est vrai que ça a été une vraie question de me dire, j'ai eu finalement une carrière assez verticale qui repose avant tout sur l'expertise que j'avais, c'est-à-dire que j'ai démarré au bas de l'échelle, etc. Et puis j'ai acquis toutes les compétences d'un dirigeant, et au bout d'un moment on se dit tiens, que j'ai transposé dans différents environnements, ça n'a rien à voir d'être dans le monde des médias ou de la data. Mais néanmoins, c'est pas la même chose que d'être dans le domaine du droit. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de me prouver à moi-même que ces skills de dirigeant sont transposables. Ce que font beaucoup de patrons, hein, mais moi je l'avais jamais fait, donc je me suis dit peut-être que moi je ne suis pas capable. Donc la réponse c'est quand même que c'est extrêmement transposable, parce qu'on retrouve les mêmes sujets. Ça va être les sujets clients, les CRM, comment on capitalise sur la data, évidemment les collaborateurs, les RH. Donc en fait, on retrouve totalement voilà, c'est assez facile de transposer ces acquis. Après, l'expérience, elle aide énormément. Effectivement, je pense qu'on s'improvise pas au sein de la tête d'une entreprise de 1200 salariés. Et tous les sauts que j'ai pu faire m'ont beaucoup aidé. Et il y a une chose à laquelle moi je crois beaucoup, c'est cette capacité d'adaptation. Et c'est vrai que dans ma précédente entreprise, je gérais la France, après j'ai géré 8 pays. Et la grande capacité d'adaptation, c'est ce côté culturel où ils n'ont peut-être pas le même sens de la hiérarchie, le même sens de là où ils ont besoin de vous. Est-ce que c'est un rôle d'influence? Est-ce que c'est un rôle de codécision avec un directeur général, etc. Donc cette capacité d'adaptation, c'est vrai que dans la bio, tu le disais, que j'ai vécu à l'étranger et que en fait mon père bossait dans l'export, donc on a bougé chaque année. Chaque année, tu t'imagines redémarrer une année scolaire, hop, tu te réadaptes, etc. Et en fait, ça a été un terrain d'apprentissage énorme, parce que tu es obligé systématiquement de te mettre en phase d'écoute. Donc tu regardes, t'écoutes, t'analyses, et puis après tu te dis, ok, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Et c'est ça, je pense, peut-être la facilité que j'ai eue, c'est ça. Et chez Lefebvre Dalloz, ça fait 6 mois que j'y suis, j'ai énormément écouté en fait, pour comprendre la culture du secteur et de l'entreprise. D'être en mode observateur un petit peu pour l'instant. Ouais. Et dans les compétences transverses dont tu parles d'un dirigeant qui sont transposables, lesquelles par exemple sont pour toi majeures? T'arrives dans une entreprise, tu t'essayes de voir s'il n'y a pas des zones de recouvrement qui créent un manque d'agilité. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, elle fonctionne bien avec en plus toute son histoire. Donc, tu peux avoir un système d'information vieillissant qui fait que tu as besoin de l'humain à côté, etc. Donc, c'est quoi les points sensibles, voire un peu compliqués ou douloureux dans la vie des collaborateurs. Donc c'est comme une cartographie où tu essayes de comprendre de la vente jusqu'à la facturation, le fil conducteur et comment ça va passer entre les mains de différentes équipes qui se passent le relais. Et là, si tu n'identifies pas là où tu dois fluidifier et simplifier une organisation, et là, il y a toujours un besoin de simplification. J'ai jamais vu une entreprise qui soit, parce que elles sont Lefebvre Dalloz date quand même de quelques temps. Il y a forcément des zones où oui. Donc il faut vraiment cartographier, identifier, travailler avec les bonnes personnes. Et quand j'y travaille avec les bonnes personnes, c'est pas le comité de direction uniquement. C'est que moi j'aime bien travailler avec les différents niveaux, aller jusqu'à l'expert qui va t'expliquer que là, si ça se passe comme ça, sur un sujet CRM, c'est parce que à l'époque il y avait ça et quand on a lancé tel sujet, voilà. Donc fluidifier et simplifier les entreprises. Ça, je pense que c'est la première chose à réaliser. Et après, la deuxième, c'est ce que je disais en introduction, c'est de te dire, est-ce que les personnes que tu as dans tes équipes, elles sont à la bonne place? Parfois, tu fais un changement
et c'est beaucoup plus opérant parce que t'as remarqué que d'abord il y aura une partie un peu innovation que la personne va apporter, une nouvelle façon de faire, etc. Donc ça a été mon deuxième point. Et puis je pense que s'il y a des équipes qui m'écoutent, elles vont se dire, alors elle n'est pas qu'en phase d'observation, il y a évidemment de prendre des décisions qui paraissent faire sens, que tu peux changer légèrement s'il y a besoin, mais en tout cas c'est remettre de l'énergie dans l'entreprise. Tu m'as partagé, et évidemment j'étais intriguée, ta passion pour la Formule 1. Ah oui. Du coup, quel lien tu fais entre ton rôle peut-être de dirigeante et puis cette passion? Alors, c'est une vraie passion. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a fait un all staff en juin et que certaines équipes avaient eu vent de ma passion. Voilà, on a réuni tous les salariés, les 1200 et une personne m'a proposé de s'occuper de la musique d'entrée sur la scène. Donc petit clin d'œil à Fabien, Sandrine et Imen. Et en fait, ils avaient repéré que j'avais cette passion et ils m'ont mis la musique qui est sur Canal, qui est la musique référente de la Formule 1. Je suis rentrée sur scène là-dessus, j'étais galvanisée. J'étais là, le stress est tombé. J'étais bon, voilà, parenthèse amicale pour eux. En fait, dans la Formule 1, ce que je trouve qui m'a toujours bluffé, au-delà du fait que c'est une passion transmise par mon père, c'est le mental de ces jeunes. Ils ont entre 22 et, si tu prends Alfonso, un peu plus, mais ils ont un mental pour gérer la pression qui est dingue. Voilà, ils veulent absolument, évidemment, gagner, mais il y a une pression mentale et physique. En Formule 1, t'as pas encore de femmes, donc ça aussi, parce que c'est physique en fait. Hein, elles sont en Formule 2 uniquement, mais je trouve que ce sport est une charge incroyable. Et voilà, tu peux dire ils sont seuls, un peu comme le tennis. Non, il y a vraiment une pression. Mais la première fois où Max Verstappen est devenu champion du monde, le dernier tour contre Hamilton est juste dingue. Voilà, c'est le truc le plus incroyable. Donc oui, c'est la force mentale que j'en retire. Voilà. On sent la passionnée. Ah, je suis très très passionnée. Et après, ils sont pas seuls. Il y a vraiment une grosse équipe. Par ailleurs, t'as une équipe. Bah oui. D'abord, certains diraient que c'est la voiture qui fait le tout. Bon, c'est pas vrai. C'est les deux. Hein, c'est le combo gagnant. Mais évidemment, là, il y a par exemple des ingénieurs qui passent d'une écurie à l'autre. Oui, c'est un travail d'équipe incroyable. Enfin, c'est une petite entreprise. C'est une grosse entreprise. Hein. Ouais. Beaucoup d'argent. Ce que tu me disais, c'est que pour toi, en tout cas dans ta perception, ton analyse, les collègues, puis peut-être ta propre expérience collaborateur, parce que t'es aussi un collaborateur des entreprises dans lesquelles tu officies, les collègues, l'environnement de travail, pour toi, joue vraiment un rôle crucial dans l'expérience collaborateur, dans le fait de rester ou pas dans une entreprise. Comment toi, ton intention, comment tu espères ou tu favorises déjà un climat justement où les collaborateurs se sentent vraiment partie intégrante de ce cocon. Oui, j'avais employé ce mot, cocon professionnel. Oui. Je pense que la première chose, c'est de communiquer énormément et en fait quand tu prends des décisions difficiles, que ce soit le départ d'un collaborateur, etc., qu'est-ce qui se passe? Tu fais passer le côté juridique avant le fait de pouvoir informer à des personnes qui vont être touchées. Et ça m'a toujours énormément frustrée. Donc, j'essaye un maximum, quel que soit le sujet. Que ce soit, on veut fusionner, on a fait une acquisition, on veut réorganiser, etc. Au-delà du fait il y a un passage par les instances, c'est vraiment d'essayer de communiquer aux différentes audiences les messages le plus tôt possible afin que ce soit pas l'interne qui se charge de la communication. Et ça, c'est un exercice extrêmement difficile, honnêtement, pour un dirigeant, qui doit manier à la fois le respect de certaines choses, etc. Donc, je pense qu'il y a un vrai défaut de communication, surtout quand l'entreprise ne va pas bien, de ce que j'ai pu remarquer, parce que c'est compliqué d'avoir un discours de transparence sans être anxiogène. Et pourtant, au plus tu communiques sur les chiffres financiers, le plan d'action, etc., je pense à mes précédentes entreprises, au plus tu peux donner la confiance dans le fait que tu vas réussir à redresser l'entreprise. Donc c'est de la transparence, de la communication régulière et s'appuyer sur l'ensemble de tes relais pour t'assurer que tout le monde a le bon niveau d'information à l'ensemble des niveaux.
Donc, un peu plus tôt, tu parlais du management notamment. Donc là, tu parles de la communication, dans le fait d'avoir envie de rester ou pas dans une entreprise. Et de se sentir partie prenante, parce que si tu communiques pas, les gens ne savent pas qu'il y a peut-être un projet en cours, donc ils peuvent même pas tenter de postuler. Ok. Est-ce que tu as un exemple d'une situation où cette capacité que tu as démontrée finalement a été vraiment soutenante, aidante dans le fait que des collaborateurs aient envie de rester Oui, en fait, récemment, chez Lefebvre Dalloz, on essaye vraiment de travailler la fidélisation des clients et la satisfaction, etc. Et à côté de ça, on a des équipes commerciales qui s'occupent de vendre et j'ai des équipes de la télévente qui sont occupés de fidéliser un client et en fait ils avaient entendu que je pouvais mettre beaucoup d'énergie à ce que le parc d'abonnés reste vraiment au niveau où on est et elle a tout de suite pris le sujet, elle a entendu la volonté et elle a pris de l'initiative de travailler sur un périmètre qui n'est pas le sien. Et d'ailleurs, elle n'est pas incentivée pour ça, etc. Et elle est venue m'en parler et j'ai trouvé ça super parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir donné l'impulsion de dire « Attention, vous êtes tous concernés par la rétention des clients », que la télévente s'est associée à ça. Donc moi, je pense qu'au plus on redonne des objectifs clairs sur l'entreprise, au plus tu permets d'inclure un maximum de personnes et de désiloter les différentes équipes. Il y avait le fait, quand on a échangé, donc là je parle de toi en tant que manager, aussi le fait que tu as cette volonté de rester accessible. Oui. C'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, c'est vrai, peut venir frapper à ta porte. Donc j'entends derrière ça, en filigrane, de la considération, se sentir considéré en tant que collaborateur. C'est quand même quelque chose d'important, de motivant. Oui, alors c'est marrant parce que je le voyais très positivement, le fait que oui, quand j'arrive dans une entreprise, je trouve que de permettre à l'ensemble des collaborateurs de venir me voir ou de me parler, donc ça peut être petit message sur Teams, il passe une tête, etc. Ce qui est dans une entreprise comme Lefebvre Dalloz assez nouveau parce que c'est une entreprise extrêmement hiérarchique. Certains m'ont dit attention, tu chahutes l'entreprise et tu déstabilises parce que les niveaux hiérarchiques permettent d'apporter une structure sur une entreprise. Et j'ai beaucoup écouté, je me suis dit c'est intéressant, etc. Mais non, je reste quand même convaincue que si des personnes ont eu besoin de venir me parler, c'est que j'ai une personne qui est partie à la retraite 3 mois après, elle avait envie de me transmettre les informations, voilà. Ça, je trouvais ça hyper chouette. Une personne qui était en souffrance, qui m'a demandé à me parler juste avant les vacances, mais j'ai dû en voir, je sais pas, peut-être une trentaine, spontanément comme ça, qui à différents niveaux sont venus me voir. Certains pour m'éclairer d'un sujet qui fonctionne pas. Et en fait, ça permet aussi de faire remonter les sujets au-delà des cas personnels, d'accélérer ce que je disais tout à l'heure, le fait de fluidifier et de simplifier une entreprise. Je peux entendre que pour certains managers, ce soit compliqué, parce que finalement, on donne la possibilité à des personnes de ce que certains disent bypasser. J'appelle pas ça bypasser, parce que moi, je considère que la personne, par ailleurs, elle informe son manager, etc. Moi, je pense que ça fait du bien à une entreprise de libérer les accès à l'ensemble du comité de direction, par ailleurs. Parce que souvent, en fait, consciemment ou pas, il y a une forme de rétention d'informations, parce que chaque niveau peut conserver une partie de l'information, ce qui fait que c'est pas toujours aidant peut-être pour le dirigeant de prendre finalement les bonnes décisions, dans la mesure où il n'a pas l'ensemble un peu des informations. Donc le fait de gommer un petit peu ça, je pense que ça peut être soutenant. Et ça aide énormément parce qu'on a l'accès à une information extrêmement fiable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, c'est son quotidien. Il va t'expliquer sur le service relation client pourquoi en termes de taux de décroché il y a un dysfonctionnement en ce moment. Cette information, elle est précise. Elle est. Je dis pas qu'après derrière le manager ne peut pas resituer l'information, mais quand même d'entendre le vécu. Je trouve que ça redonne de la précision dans l'opérationnel. Or, j'ai voulu un poste opérationnel. Je suis présidente de Lefebvre Dalloz, mais je considère que mon poste est à la fois opérationnel et stratégique. Et il y a énormément de choses à faire côté opérationnel. En même temps, tu dis que il faut quand même, pour le bien des collaborateurs, qu'ils restent quand même employables et donc qu'ils restent visibles globalement dans l'entreprise.
Et toi, tu préconises plutôt un travail en mode projet pour servir l'employabilité des collaborateurs, justement pour peut-être casser les silos. Tu veux nous en dire un peu plus? C'est vrai que le mode projet, ce qu'on appelle d'ailleurs la difficulté, c'est d'avoir des bons project managers, donc les fameux PMO. C'est quand même des personnes essentielles parce qu'ils vont jouer le rôle d'un chef d'orchestre. Moi, je trouve très intéressant de mener en mode projet des choses parce que évidemment, ça va permettre de désiloter, ça permet aux équipes de se connaître, et puis on apprend plus les uns des autres. Après, c'est pas naturel parce que il y a des équipes en place qui remontent en verticale, etc. Je pense que on n'est pas tout à fait encore assez agile à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est l'impulsion que j'ai donnée. C'est vraiment un chef d'orchestre qui travaille avec un ensemble de musiciens composés de différentes équipes. Et il faut accepter que ce chef d'orchestre, qui à un moment donné va orchestrer avec des musiciens, puisse à un moment donné aussi être un musicien. Donc c'est un rôle qui peut s'inverser. Et ça, et quel que soit le niveau hiérarchique. Donc, mais on n'y est pas encore. On est au début. Le Fève d'Alloz est quand même assez siloté et siloté aussi par son historique. On a fait beaucoup de fusions sur l'édition. C'est l'héritage de 3 belles maisons d'édition. On sent encore, ça m'avait beaucoup amusé quand je suis arrivée. Les collaborateurs, ils vont dire, je suis une ex-Dalloz ou ex-édition Francis Lefèvre ou ex-édition législative. On sent que c'est encore récent et c'est normal. Voilà, il y a des étapes de vie pour une entreprise. Et cette volonté de casser les silos, c'est quelque chose qui est vraiment en toi, quelque chose que tu as vécu dans des expériences qui t'ont montré ou fait penser que c'est quand même la meilleure manière de faire, ou en tout cas une bonne manière de faire? Alors, je l'ai vécu à un point que j'avais trouvé assez dingue. C'était avec Sinovate, qui est une entreprise, qui a été vendue à Ipsos, une entreprise vraiment internationale. Le patron Europe, sur des appels d'offres majeurs, il pouvait dire je prends cette personne en France, cette personne en Allemagne. Il composait l'équipe projet pour répondre, et on se rencontrait la veille d'aller en soutenance. Ça donnait une diversité incroyable. Je pense qu'on était la meilleure équipe. Alors, il y avait une phase de rodage juste en amont pour pas faire on se connaît pas. Mais en fait, il y avait un tel sentiment d'appartenance à cette belle marque qui était Sinovate, qu'on retrouvait finalement les mêmes façons de travailler. Mais tu avais les meilleurs autour de la table. C'est-à-dire que, et ça, là, on est vraiment en mode je compose l'équipe et non pas je reste au sein d'une équipe. Avec un manager qui ne va travailler qu'avec ses équipes. Donc ça, moi, j'avais trouvé ça super. J'ai pas su forcément le refaire chez Kantar parce que la taille de Kantar était tellement importante que tu retrouvais toujours des profils similaires dans les pays où tu n'avais pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est ça ton intention. Ah, moi, j'avais trouvé ça bluffant. Au début, j'y croyais pas du tout et je l'ai vécu. Waouh. Et toi, même à titre personnel, parce que tu as fait partie j'ai fait partie de l'équipe où tu découvrais, et en fait, on était beaucoup plus fort. Parce que t'allais vraiment chercher tes besoins, mais c'est audacieux, parce que si t'y vas un peu de manière on se connaît pas, donc il y avait une phase préparatoire, on était coachés, tu vois, pour préparer les soutenances, hein, c'était millimétré. Mais là, je pense que ton expérience de nouvel élève chaque année a peut-être servi, a peut-être servi cette cause. Oui. Tu l'as un petit peu évoqué. Ce que tu m'as dit, hein, c'est que globalement, quand même, tu désapprouves la rigidité des structures vraiment hiérarchiques traditionnelles. Du coup, ta vision, comment elle influence déjà, ou elle va influencer ta stratégie chez le Fève d'Alloz? Ah non, c'est vrai qu'en arrivant chez le Fève d'Alloz, je t'avais dit ça en me disant que mon modèle n'est pas d'avoir une structure rigide au niveau de la hiérarchie. Après 6 mois chez le Fève d'Alloz, j'en vois quand même les bénéfices. Je pense qu'il faut se poser la question du besoin d'avoir une hiérarchie un peu formelle. Est-ce que c'est un besoin pour les salariés ou pour une entreprise qui a eu une culture hiérarchique assez forte? C'est pas ce que je recherche, c'est pas le modèle que je voudrais imposer, mais je dois reconnaître que chez le Fève d'Alloz, ça fonctionne assez bien, la hiérarchie est assez structurée,
parce qu'on est dans une période avec l'ensemble des fusions qu'on a réalisées où les salariés, les collaborateurs sont en recherche de repères. Donc, si on devait, parce que j'avais beaucoup discuté avec Cyril Xelia, faire quelque chose d'assez mobile et en mouvement sur qui est le référent, en ce moment, ça pourrait pas passer. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à votre modèle, que j'ai trouvé très inspirant. Et le mouvement est tellement là, chez Lefebvre Dalloz. On est tellement en construction de cette marque Lefebvre Dalloz au travers l'ensemble des fusions qu'on a réalisées, que là, il y a un besoin de structure hiérarchique. On verra dans l'avenir. Et puis le secteur, quand même, est quand même bien culturellement là-dessus. Oui, puis il y a plusieurs niveaux, plusieurs étapes, de toute façon, pour arriver à potentiellement tout le monde ne fait pas comme nous le saut dans le grand bain presque d'un seul coup. Il y a des entreprises qu'on accompagne et qui vont de toute façon étape par étape, parce que comme tu le dis, je pense que dans la structure hiérarchique, il y a parfois des choses. Le cadre peut être rassurant, complètement sécurisant, donner le cap. Donc il y a juste, enfin quand on commence cette démarche, il y a qu'est-ce qui aujourd'hui est plutôt soutenant dans le fait d'avoir ce cadre et qu'est-ce qui est un frein. Oui. Et dans ce cas-là, c'est plus assouplir, voire supprimer quand c'est possible toutes les parties qui sont des freins. Exactement. Et puis garder peut-être un peu comme ces très beaux immeubles où on garde finalement les façades et puis à l'intérieur on redistribue les étages et les pièces. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là et effectivement ça peut se faire de toute façon en plusieurs étapes. Oui, et puis dans toutes les enquêtes salariées qu'on peut voir, la confiance dans le manager de proximité, elle est là. C'est le premier le fameux cocon, on y revient. Alors il faut des managers évidemment, souvent faut faire très attention à ce qu'ils soient bien formés, etc. Parce qu'on peut avoir tendance à mettre un expert rapidement en situation de manager. Mais ce qu'on voit globalement dans les enquêtes salariées, quelles que soient les entreprises, parce que c'était quand même mon précédent métier, c'est que c'est le premier driver de la satisfaction. Donc c'est fondamental. D'ailleurs, j'ai plus les statistiques en tête, mais dans les causes de démission, le manager est une des premières causes de... À l'inverse, quand le manager est bon. Voilà. Exactement. Donc c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit, tu désapprouves un peu, mais qu'est-ce que tu désapprouves? Qu'est-ce que tu n'aimes pas réellement dans les structures hiérarchiques traditionnelles? J'aime bien pouvoir, encore une fois, travailler avec tout le monde. Donc, je ne me sens pas obligée d'informer. J'aime pas quand la structure hiérarchique devient un passage obligé d'une façon de travailler, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça doit être un cadre rassurant, structurant, mais pas une obligation de passer. Si je souhaite travailler avec une personne ou qu'une personne souhaite venir me parler, c'est là où il faut accepter que ça devienne un peu en pointillé. Et prendre le meilleur des deux. Mais encore une fois, on peut avoir des personnes qui se sentent déstabilisées parce que je peux fonctionner comme ça et je le comprends et j'essaye de l'expliquer et surtout tout le temps informer les personnes qu'on travaille. Mais je pense qu'il faut pas que ce soit une obligation de fonctionner d'une certaine façon. Autrement dit, le dirigeant s'adresse à son comité de direction, qui s'adresse à CN-1, non. Enfin, il y a un moment donné, encore une fois, et puis de toute façon, en mode projet, ça ne tient pas. Donc voilà, c'est ça, c'est à ça que je fais attention. C'est pouvoir c'est aussi le côté libérer la parole de l'ensemble des salariés, ce qu'on dit beaucoup, mais il faut le permettre. L'organisation des réunions, j'ai essayé en arrivant chez Lefebvre Dalloz de bien dire si vous pensez que là vous êtes déjà à 3 niveaux hiérarchiques, que vous avez pas forcément l'information, il faut se sentir libre de dire là moi je reste sur les 30 premières minutes. Compliqué à mettre en place, mais je pense que il faut changer cette culture parce que c'est une façon aussi de reprendre le contrôle sur son agenda et de montrer son utilité. À contrario, c'est que si je suis présente, c'est que j'apporte quelque chose, c'est que je participe. C'est pas juste je suis en phase d'écoute uniquement. C'est un sujet dans beaucoup d'entreprises. Oui. La nôtre y compris d'ailleurs, ce sujet de réunion où les gens disent il y a trop de réunions. Et en fait, c'est vrai qu'on essaie toujours de dire, si tu n'animes pas, n'interviens pas,
peut-être qu'un compte rendu est suffisant et puis rebondir a posteriori Je suis tout à fait d'accord. Parce que sinon effectivement le fait de ne pas savoir prioriser les endroits où j'ai une vraie valeur ajoutée et là j'y vais et je m'autorise et les autres m'autorisent à refuser cette réunion ou à simplement lire le compte rendu en termes d'efficacité et puis de bien-être personnel parce que ces invitations qui arrivent parce qu'évidemment les autres ne connaissent pas forcément les agendas donc envoie des invitations on se retrouve avec du surbooking avec 2-3 invitations en même temps, là, effectivement, il faut savoir soi-même quelle est ma raison d'être dans l'entreprise. Et je vais là où je réponds à cette raison d'être et pas forcément j'aurai de l'information sur ceci, sur cela. Et c'est vrai que pour les collaborateurs, ça peut être difficile pour eux de choisir, de prioriser. Et du coup, et pour les managers qui se sentent libres d'envoyer quelqu'un de leur équipe qui connaît bien le sujet. Ça, je trouve ça vraiment malin. C'est parce que ça apporte le bon niveau d'information et ça surcharge pas les managers. Donc oui, mais c'est un vrai sujet quand même en France. Et là, c'est vrai que c'est inspirant d'aller voir les modèles anglo-saxons où d'abord, ça paraît le b.a.-ba, mais démarrer à l'heure, terminer à l'heure, l'agenda, le compte, mais c'est pas le cas. Il y a des réunions, on dit que c'est le b.a.-ba, mais c'est pas mis en place. Et le terminer à l'heure, réunion courte. De 30 à 45 minutes. Je pense que si on faisait un petit sondage, on n'y est pas tout à fait. Donc voilà. Donc j'essaye de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça permet de se dégager du temps, bien sûr, et de pas avoir un débordement de mails ou de sujets à traiter par ailleurs. C'est retrouver du temps. Oui, je sais plus si c'était dans un podcast ou une conversation que j'avais, mais quelqu'un qui me témoignait que oui, effectivement, il y a des semaines de 3 jours de réunion pour 1 jour de production. Ah oui. Donc effectivement, ça pose quand même ensuite quand même la des question sujets. Oui. Donc, et puis est-ce que ça déborde pas en soirée et le week-end parce qu'on n'arrive pas à finir sa semaine. Donc non, mais c'est un vrai sujet. Justement, on en vient à ça. Tu parles de week-end, de soir. L'équilibre vie pro vie perso, c'est aussi un de tes sujets. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Un élément pour l'expérience collaborateur. Je crois que c'est toi qui m'a témoigné que quand tes enfants étaient petits, tu faisais ton maximum pour être là pour le bain et les repas. Je crois que j'en ai pas raté beaucoup. C'est intéressant peut-être. Comment tu faisais? En tout cas, c'est quoi les pistes là que tu as envie d'explorer chez Lefebvre Dalloz pour soutenir les collaborateurs dans cet équilibre? Et en plus, c'est pas parce que je suis à la tête d'une boîte que je pouvais me permettre de partir, parce qu'on pourrait se dire c'est facile. Non, parce que quand j'avais 25 ans, que j'ai eu mon fils, c'était pas le cas. Donc, je crois que je fonctionne beaucoup à la performance. Donc, il y a un côté, moi, ça m'a jamais impressionné le nombre d'heures, et je considère qu'on s'organise comme on veut. Donc parce que le cerveau, il y a une école qui s'appelle l'EPITA que j'aime beaucoup qui dit ça parce que il y a un système qui s'appelle la piscine. Ils permettent aux étudiants de travailler la nuit si certains ont plus le cerveau qui travaille la nuit. Et je pense qu'il faut savoir se connaître en termes d'horloge et de savoir quand est-ce qu'on est vraiment efficace et de s'organiser. Et voilà. Et donc moi depuis le début, je considérais de toute façon que 18h30, 19h, je suis partie et j'arrivais un peu sur le fil du rasoir pour être à l'heure. Je me souviens de 2-3 séances un peu musclées avec l'école, mais honnêtement, j'ai tenu bon et ça a été une discipline personnelle. Et vraiment, depuis que je suis chez Lefebvre Dalloz, ils peuvent témoigner. Je pense qu'ils me voient rarement. Je pars tôt parce que je considère qu'on a tous une vie à côté. Voilà. Et j'espère vraiment que les salariés trouvent un rythme. Après, ils peuvent arriver plus tard. Chacun fait pour moi comme il veut. C'est pas les horaires, c'est pas ça. C'est est-ce que je suis performant, est-ce que j'ai les moyens d'être performant et est-ce que je suis à la bonne place pour moi et l'entreprise. Le reste, c'est de la gestion, quoi. Je pense qu'on est chacun adulte, on sait gérer. Ouais. J'entends que
dans tes propos, j'entends que voilà, t'es plus orienté obligation de résultat qu'obligation de moyens. En fait, oui. Pour toi, c'est temps qu'on a les résultats, comment on s'y prend pour y arriver. Alors ça, c'est toi. Mais comment tu penses arriver à cascader ça? Parce que j'entends quand même qu'il y a des managers pour qui le présentéisme, les horaires, tout ça peut compter. Je connais pas suffisamment bien ton entreprise, mais en tout cas, comment toi t'as envie de faire transpirer cette philosophie que tu as sur l'obligation de résultat chez Lefebvre Dalloz? L'exemplarité, ça fonctionne quand même vraiment bien. Franchement, il y a un côté si l'ensemble du comité de direction partage ça et se sent à l'aise. Autrement dit, il y avait une vraie question aussi de faire revenir sur site. Oui. Certains mettaient des réunions le vendredi. Non, enfin c'est je veux dire, si les gens veulent pas revenir, ils reviennent pas. Je veux dire, nous, on a un accord télétravail 3 jours à la maison. Je pense que si on veut faire revenir les salariés, faut y aller plutôt par qu'est-ce qu'ils trouvent sur le site. Voilà, ça passe par l'expérience collaborateur sur site. Donc, l'exemplarité en est une, et puis démontrer par la preuve que ça fonctionne. C'est-à-dire que les salariés sont quand même plus satisfaits de leur journée s'ils peuvent s'organiser comme ils veulent, pas être frustrés de rater quelque chose, et donc être plus performants. Donc, je pense que la liberté là est vraiment importante de s'organiser. Je sais pas si ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je sais pas si ça a beaucoup bougé depuis que je suis arrivée. J'espère. Après, je démarre tôt le matin. J'ai vu que j'ai des membres de mon comité de direction qui du coup arrivent tôt. Donc là, ça déborde dans l'autre sens, comme quoi. Mais non, je pense qu'il y a une forme chez Lefebvre Dalloz de liberté de s'organiser. Je te dirai si j'ai eu des commentaires derrière. J'espère. En tout cas, moi, j'aspire à ça pour l'entreprise et les collaborateurs. Oui, en tout cas, c'est modélisant. Ce que tu dis, c'est que c'est modélisant. Oui. Et par rapport à ce que tu dis en termes d'expérience, les faire revenir plutôt pour vivre quelque chose, enfin, en tout cas, les faire revenir pour autre chose. T'as déjà des idées ou il y a déjà des choses chez Lefebvre Dalloz pour c'est quoi cette autre chose qui fait qu'on a envie de venir dans les locaux? Alors, j'ai parlé de Kantar, on avait mis en place le vendredi après 15 heures non travaillé. Et en fait, on a démontré qu'il y avait 0 baisse de productivité. Il y avait eu un énorme travail sur les locaux, les zones d'espace, la restauration, etc. Donc vraiment le bien-être au travail. Lefebvre Dalloz, je regarde un peu ce qui existe. J'aimerais travailler avec les instances sur le côté décompression, la charge mentale. Le vendredi est inspirant. En fait. Je trouve que le vendredi devrait être une journée complètement différente de la semaine. D'ailleurs, on n'en est pas loin parce que mine de rien, il y a beaucoup moins de mails. Il y a de toute façon, on a besoin de commencer à freiner pour profiter du week-end. Donc, qu'on l'accepte pas, franchement, quand on regarde les quelques infos qui peuvent nous revenir, c'est la réalité. On en a tous besoin. Donc, je pense qu'on pourrait travailler là-dessus, de l'assumer. Alors, je sais pas encore sous quelle forme, parce que le schéma que j'avais mis en place chez Kantar n'est pas forcément celui qui conviendra à Lefebvre Dalloz. Donc il faut qu'on regarde, surtout que chez Kantar on devait lancer des études marketing avant le week-end parce que les gens répondent à nos enquêtes le week-end, et donc à chaque métier il y a des petites contraintes qu'il faut prendre en charge, mais voilà, le sujet du vendredi m'intéresse. Ouais. Et je me posais la question, mais du coup pour que remplir cette obligation de résultat plutôt que de moyens, donc pour rassurer aussi les managers, il y a aussi ce côté les objectifs sont clairs. Ah oui. Défini et clair. C'est ça qui permettra de savoir qu'on est au résultat et que peu importe les moyens. Donc ça veut dire que ça oblige quand même le management, de manière générale, à définir des objectifs très clairs. Déjà, il faut quand même une stratégie qui soit claire et focus. C'est-à-dire, le principal risque que je vois, moi, c'est quand il y a trop de choses. C'est-à-dire, on veut faire trop de choses, et là, ça déborde. Les objectifs doivent être en cohérence avec cette stratégie et bien déclinée à tous les niveaux. La difficulté, c'est quand ça bouge dans l'année. Nous, on a eu ça. Donc, il faut savoir revoir les objectifs annuels, quitte à ce qu'une année, ce soit finalement 2 semestres, etc., ou de refaire une année sur le Q4, de dire, attends, là, ça a changé.
Je te refais des objectifs pour 4 mois, pour 3 mois. Donc, il faut une vraie agilité si on veut que le salarié sache ce qu'il doit délivrer. Et même s'il y a une mobilité, on revoit les objectifs sur le nouveau poste, etc. Donc ça, c'est primordial. Toi, comment tu vois justement l'évolution de l'expérience collaborateur dans un monde de plus en plus digitalisé? Quelles innovations, toi, tu te verrais bien implémenter pour rester à l'avant-garde? L'innovation, elle est là. Hein, ouais. C'est notre offre d'IA qu'on propose à nos clients qui s'appelle Génial. Et en fait, en interne, il y a quand même pas mal de tâches un peu besogneuses. D'ailleurs, quand tu regardes tes journées, tu as toujours des trucs un peu répétitifs. Si on pouvait, si je prends un exemple concret pour la rédaction, les aider grâce à l'IA à accélérer ou à se débarrasser de tâches un peu besogneuses pour travailler sur ce qui a le plus de valeur pour nos clients, ce sont les mises à jour, bah c'est gagné. Voilà. Et on est qu'au tout début. On est vraiment en train de le déployer, mais c'est ça qu'on voudrait faire. C'est-à-dire qu'il y a le rythme, il y a son organisation de travail, mais il y a aussi la qualité de ce que je délivre et je pense qu'il y a des tâches sur lesquelles on n'est pas hyper fier ou hyper épanoui quand on les réalise voilà. Donc on est en train d'essayer de répertorier ce genre de tâches. Au service des collaborateurs, finalement, de leur... oui, c'est leur quotidien. Ouais. Ça me fait penser à ce que nous avait partagé Thibault Langer dans un podcast, le DRH de ServiceNow, effectivement, notamment pour les RH, tout ce qui était toutes les informations, notamment les RIB, les choses comme ça, des candidats qui allaient être embauchés. En fait, c'est l'IA qui lisait le RIB et qui remplissait directement la fiche du futur collaborateur et pas quelqu'un qui lisait le RIB, qui risquait de se tromper dans une des lettres ou d'un chiffre. Et donc ça, effectivement, c'est pas des choses à grande valeur ajoutée. Et donc ça, ils ont mis en place l'IA pour effectivement ce genre. Donc ça me fait penser. Mais c'est un très bon exemple. Toutes les fonctions effectivement support peuvent être soulagées également de certaines tâches comme celle-là. Non, mais je pense qu'on va vraiment. Alors il faut gérer aussi l'inquiétude parce que certains peuvent dire donc on va avoir besoin de moins de personnes, etc. Non, c'est juste que le temps qu'on peut espérer gagner, on va le remettre, encore une fois, si on prend l'exemple de la rédaction, sur les mises à jour. Si on prend l'exemple des ressources humaines, c'est plus de temps pour rencontrer des collaborateurs plutôt que de faire des tâches administratives. Enfin, je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Après, il faut bien l'expliquer. Parce qu'il peut tout de suite y avoir une forme d'inquiétude. Oui. À quoi je vais servir? Est-ce que je vais pas être viré? Ou est-ce que le manager il va dire mais donc tu vas me dire que j'ai besoin de moins d'équipe? C'est qu'on va faire des choses à plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise. L'objectif, en tout cas, je pense qu'il faut le voir plutôt comme ça. Et c'est le cas. On arrive à la fin de ce podcast. On a un autre rituel, c'est de savoir finalement qui tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance. Celui qui est qui m'inspire beaucoup, mais peut-être que tu l'as déjà rencontré, c'est Pascal Demurger de la Maïf. Qui décrit l'expérience collaborateur parce que on fait le podium de la relation client et je le faisais avec Kantar. La Maïf gagne chaque année et explique que s'ils sont les meilleurs en relation client, c'est qu'ils traitent leurs collaborateurs de manière incroyable. Donc Pascal Demurger est effectivement très inspirant. Si il est trop occupé et parce que j'aime l'équilibre, je vais te citer une femme que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontrée, qui était la patronne d'Ipsos quand j'étais patronne de Kantar, donc en concurrence directe, Hélène Zetoun, qui m'inspirait beaucoup. Nos deux sociétés étaient à 200 mètres d'écart, et j'entendais des échos du marché de ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle entendait aussi ce que je faisais. Elle m'a toujours beaucoup inspirée. J'adorerais en plus la rencontrer. Voilà. Écoute, merci pour ça. En tout cas, Katie, merci beaucoup d'être venue au podcast de Résonance. Et puis, à une prochaine fois. À bientôt. Merci à tous et au prochain épisode de Résonance.